Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour amis auditeurs, merci de nous retrouver. Nous avons un petit retard, on s'en excuse du reste, quelques petits soucis techniques, mais tout s'est arrangé autour de cette table aujourd'hui pour parler de l'actualité qui nous a marqué. L'état de santé du président, lui, permet-il de continuer d'exercer le pouvoir? Les images qui ont été tweetées par le Premier ministre français Manuel Valls en visite en Algérie ont fait le tour d'Algérie, pour pas dire le tour du monde. Elles sont sans appel, sans équivoque. Le CPP y sera consacré aujourd'hui exclusivement pour revenir sur cette actualité avec Abed Sharif, journaliste indépendant auteur. Bonjour Abed. Qadi Hassan. Bonjour. Éditeur d'Interface Média, qui édite aussi Maghreb Émergent, un site d'information spécialisé en économie. Il est le directeur de l'Huffington Post, également présent avec nous. Saïd Jafar, bonjour. Et puis Akram Khriouf, responsable du site d'information spécialisé dans la défense secret des faits en Algérie et au Maghreb. Bonjour Akram. Nous allons être rejoints dans un petit instant par Tarek Hafid, qui est journaliste aussi, responsable du site d'information Impact 24. Voilà, nous avons fait le tour, messieurs. Bonjour à vous tous. Sans détour, nous sommes tous unanimes à dire qu'il y a une image qui nous a marqué cette semaine, c'est la même Saïd. À mon avis, il ne faut pas être très sourcier. Hein. Bon. Nous sommes comme on était au 18 avril 2014, rue de l'Impasse. Voilà. Akram. L'image de la semaine pour moi. Oui. Sincèrement, l'image de la semaine pour moi, c'est Manuel Valls en train de déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts. Parce que, enfin, le monument du martyr inconnu, parce que si le martyr est inconnu, l'assassin est connu, malheureusement. Et on aurait bien aimé qu'il aille gerber ailleurs, sincèrement. Je suis désolé, mais... Moi, c'est exactement l'image inverse. Moi, je pense que ce type de cérémonie est nécessaire et bienvenu, parce que l'image qui m'a frappé dans la semaine, il y en a eu beaucoup, les principales, on les a citées, c'est John Kerry au mémorial d'Hiroshima. C'est John Kerry au mémorial d'Hiroshima et la capacité des Américains à assumer une sorte de génocide nucléaire. Aujourd'hui, c'était l'image qui m'a rempli d'espoir dans la semaine. Parce que tu en avais besoin. Tu avais besoin d'autre chose. Tu avais besoin d'une autre image. Oui, peut-être. Ouais, Abed. Moi, je me suis posé la question. Je voulais savoir dans quel état d'esprit se trouve Mourad Meddelsi quand il a vu cette image. Ouais. Est-ce que M. Meddelsi a pensé au suicide? Oui. Ouais. Probablement non. Est-ce qu'il est capable d'y penser? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce personnage? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous les personnages qui font de la politique aujourd'hui constitutionnelle? On peut l'oublier parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On ne peut pas l'oublier parce qu'on va justement parler de lui aujourd'hui et de tous ceux qui font le pouvoir. Le président de la République, vous l'avez vu encore une fois, on n'était pas obligé de remontrer cette photo, mais enfin, elle est là, elle va nous accompagner pendant toute cette heure. Abdelaziz Bouteflika est malade, il est même très malade. Les images, quand elles ne sont pas truquées, quand elles ne sont pas manipulées, quand elles ne sont pas montées, eh bien, elles disent tout. Après ce que l'on a vu, un président complètement diminué, peut-il continuer à présider au destin de ce pays, au destin des Algériens? Je sais que cette question nous ramène au tout début du CPP, mais elle se pose aujourd'hui avec acuité. Saïd. En fait, pour moi, la question n'est plus là. La question, est-ce que nous avons la capacité d'en sortir? Le vrai débat, on est dans une impasse lourde. Comment en sortir? Institutionnellement, il n'y a pas de modus operandi. Et c'est une vraie question qui est en train de se poser pour tous les Algériens. Pourtant, il est obligatoire. On est dans l'obligation aujourd'hui de mettre les points sur les i et d'expliquer ce qui se passe, ce qui trame, comment les choses se déroulent. Maintenant que tout le monde a bien vu que le chef d'État est malade, nous venons d'être rejoints par Tarek Hafid. Bonjour Tarek, merci d'être là. Alors, le président n'exerce pas le pouvoir, on l'a vu.
on peut se demander aujourd'hui qui le fait à sa place. Qui gouverne aujourd'hui? Je sais que c'est une vieille question, mais En fait, les rapports moi, de force peut-être changent. Moi, je me surprends, je me suis surpris cette semaine, de constater que le Café Presse qui posait régulièrement cette question à ses débuts, et comment on va conduire ce 4e mandat avec un président aussi diminué, etc., on s'est un peu laissé intoxiquer puisqu'on a cessé de poser cette question et puis on s'est un peu adapté au 4e mandat et au fait d'avoir un président qui ne préside pas. Et on a cessé de poser cette question-là comme Mahmoud Beha. Et aujourd'hui, on est obligé d'exhumer cette affaire-là. Et quand on exhume cette affaire, je pense qu'on se pose la question de qu'est-ce qui se passait dans la tête de ceux qui ont choisi le 4e mandat. Est-ce que sérieusement, ils escomptaient? Parce qu'il s'était dit à un moment donné que Bouteflika, c'était une solution pour 2 ans, le temps de changer la Constitution, et puis après, il partirait, et puis on ferait de nouvelles constitutions avec des clés entre les mains du clan dominant qui pourrait assurer la continuité, etc. On se rend compte qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas de relais, de solution de relais, il n'y a pas d'autre sortie que d'aller avec Bouteflika jusqu'au bout. Sauf que Bouteflika, tout le monde se rend compte qu'il n'est pas là, et la solution de maquillage qui a fonctionné jusqu'à maintenant, aujourd'hui, elle nous coûte extrêmement cher. Déjà, elle nous coûte dans notre relation avec le partenariat, avec nos partenariats, avec les partenaires étrangers. C'est très lourd à assumer. Le 4e mandat, de ce point de vue-là, coûte très cher. Ouais. Les solutions et tout ça, on va en parler en deuxième partie. Mais mettons des noms, si vous le voulez bien, sur l'exercice du pouvoir aujourd'hui. Habib Sherif. Je disais, il y a peut-être un rapport de force qui a changé. J'ai entendu le ministre de la Justice hier qui disait aux députés... ministre de quoi? Le ministre de la Justice, laisse-moi terminer, qui disait hier, ne me saisissez plus sur le juge, ne me saisissez plus, le juge est indépendant, il fait son travail. Est-ce que cela veut dire aujourd'hui, je me lave les mains et que chacun doit prendre ses responsabilités? Qui les prend aujourd'hui? Est-ce qu'on est obligé d'écouter des conneries pareilles? Tu parles du juge? Je parle du ministre de la Justice. Est-ce qu'on est obligé d'écouter le ministre de la Justice? Il y a un type, c'est dans toute la presse. Toute la presse dit qu'il est responsable d'un détournement de 200 millions de dollars. Il n'est pas convoqué par un juge. Il ne faut pas écouter ces ministres, il ne faut plus les écouter. Il dit le juge ne dépend pas de moi, il ne dépend pas du ministre de la Justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire le juge doit prendre ses responsabilités et il fait partie de ceux qui doivent rendre des comptes aujourd'hui. Oui, mais on n'est pas obligé de croire... Comme Saïd Bouteflika, qui est le frère du président de la République aujourd'hui, on a souvent dit ici autour de cette table que c'est le frère du président qui gérait les affaires à la place de son frère, que le pouvoir du président était détourné. Est-ce que Saïd Bouteflika aujourd'hui est le seul responsable devant les Algériens? Excusez-moi. À mon avis, je crois qu'il y a eu un pacte qui a été scellé à un certain moment. Alors, d'un côté, le clan présidentiel, je pense que Saïd n'est pas seul. Il y a plusieurs personnes qui sont impliquées dans toute cette affaire, mais aussi les Français. Parce que ce qu'on oublie, c'est que le dossier médical du président, il n'est pas en Algérie, il est en France. Il est en France et en plus au sein de l'institution militaire. Là, ce qu'on constate, c'est que, à travers ce qui s'est passé, et à mon avis, le message est clair, c'est qu'il y a un lâchage des Français. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Maintenant, comme on disait tout à l'heure, comme disait Khadi, on pensait qu'il allait gouverner ce qui est absolument, c'est une aberration, pendant 2 ans, et puis après, essayer de trouver une solution pour passer le flambeau. Là, c'est même plus possible. C'est même plus possible. Parce qu'il y a le blocage de l'article 88 de la Constitution. Souhaila m'a posé une question, ensuite elle a repris la main et j'ai rien pu dire, donc je reprends la main d'autorité. Je te la cède. Qui exerce le pouvoir? Le pouvoir est exercé en dehors des institutions. On ne va pas soupçonner M. Abdelmalek Sellel de diriger le pays quand même. Le président Bouteflika n'est pas en mesure de le faire physiquement. Donc ce pouvoir est réparti entre un certain nombre de cercles. On peut en identifier quelques-uns. L'argent, le commandement de l'armée, etc. Mais ces pouvoirs ne sont pas formels.
Et il y a surtout ce qui gêne dans cette situation, ce qui est grave pour le pays, c'est les pouvoirs qui ne sont pas assumés. C'est cette capacité qu'a un pouvoir de dire voilà ce qu'on fait, voilà où on va, un pouvoir qui fait un petit peu, qui fait la synthèse de la décision, qui décide les caps. Ça n'existe pas. Et donc, le pays est géré par une espèce de force d'inertie, par ce que les bureaucrates appellent les impératifs de fonctionnement. Un directeur dans un ministère, il a un certain nombre de subalternes, il leur envoie des fiches, qui remplissent des fiches, et donc il y a un certain nombre de choses qui se font. Le policier est envoyé au carrefour, il fait la circulation, mais il n'y a pas de cap. J'ai un ami qui s'appelle Mourad Hamrou, je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Il y a 2 ans, il a dit le pouvoir est entre 3 personnes. Gaïd Salah, Toufiq Medine et Bouteflika. Il a appelé ces 3 personnes à essayer de s'en sortir par le haut et d'offrir au pays une possibilité. Quand il a dit ça, le pouvoir était exercé, partiellement au moins. Il y avait, disons que le gros du pouvoir était exercé, y compris de manière informelle par le DRS, mais il était exercé. Aujourd'hui, ce que je redoute, ce qui serait le plus grave, c'est que plus personne n'a la possibilité de faire quoi que ce soit. On sait que le gouvernement n'arrive plus à rien faire sur l'économie. Vous pensez Ben Khalfa sur les finances, sur l'économie, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Et donc, les gens qui sont supposés exercer des pouvoirs n'ont plus les instruments. L'administration leur a échappé. Et il y a juste des espèces de routines qui continuent à s'exercer un peu partout. En fait, pour aller plus loin, ce qui m'inquiète le plus, j'ai pas d'habitude de parler du rôle de l'extérieur, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mécanisme institutionnel ou même politique à l'intérieur pour résoudre cette impasse. Et de plus en plus, on risque d'avoir des arbitrages à l'extérieur qui se feront à nos dépens. Et donc, on n'est plus dans des situations où un clan est juste en train d'essayer de gagner de l'espace. On est dans un pays totalement à l'arrêt. Il faut concevoir un pays totalement à l'arrêt. Alors, Saïd, dans ce que tu dis, dans le prolongement de ce que tu dis, j'anticipe peut-être sur la deuxième partie, mais pourquoi j'ai cité Mourad Meddelsi, pourquoi j'ai commencé par lui? Parce que dans la situation actuelle, j'ai essayé de trouver des clés qui seraient simples pour déclencher quelque chose. Je me suis rendu compte qu'il y a un personnage qui a une vraie clé. Oui. C'est Mourad Meddelsi. Oui. Il peut mettre la machine en marche pour régler le problème. Oui. À mon avis, c'est le mieux placé à l'heure actuelle. Alors, en fait, c'est la plus simple. C'est la plus opérationnelle, voilà. Entre guillemets. Et c'est celle qui ne demande pas un concours de beaucoup de gens, un rapport de force politique énorme. Là, est-ce que peut-être. Alors, voilà, fixons les responsabilités. Mourad Meddelsi est le président du Conseil constitutionnel, mais il n'est pas le seul. Quand on dit que Saïd Bouteflika aujourd'hui gère les affaires de son pays, laisse-moi terminer. Attendez, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, quand tu dis il n'est pas le seul, je regrette. Je n'ai pas fini ma phrase. Il est seul face à lui-même. Laisse-moi terminer ma phrase. Il prend sa décision. Laisse-moi terminer ma phrase. Devant la Constitution, devant les lois, Saïd Bouteflika n'est pas le premier responsable. Il n'est que le conseiller du président. Laisse-moi terminer. Voilà. Ouais, donc, dans ce cas, nous avons le président du Conseil constitutionnel, nous avons le Premier ministre qui, depuis cette nouvelle constitution, aujourd'hui, peut saisir le Conseil constitutionnel. C'est dans ses prérogatives, puisque le président lui a cédé. Nous avons aussi le président de l'Assemblée et nous avons le président du Conseil de la Nation, qui ont tous le droit, aujourd'hui, de saisir le Conseil constitutionnel et de demander où les choses vont. Alors... Le constat de la vacance du pouvoir. Ils sont responsables. Non. Pour être très précis, est-ce que on est en mesure d'appliquer l'article 88 qui s'appelle aujourd'hui... qui est en mesure de le faire, voilà. Alors, qui est en mesure de le faire. Tu le relis, je l'ai déjà dit, tu le relis. J'ai trouvé une formule qu'avait donnée un ancien membre du Conseil constitutionnel en disant que l'article 88, c'est une chambre fermée, sans fenêtre, sans porte. Aujourd'hui, même si Meddelsi veut l'appliquer, il faudra qu'il assume un pouvoir qui n'est pas le sien. Il faut se mettre à l'idée il fait appel à l'Assemblée.
Ce n'est pas le sien. L'article 88, pour le mettre en branle, il n'y a pas de mécanisme. Il n'y a pas de mécanisme clair pour qu'on mette en marque. C'est un article de fiction qui est mis là, mais qui n'est pas opérationnel. Pour qu'il soit opérationnel, il faut que Meddelsi, disons-le simplement, poussé par l'armée, il exerce dit on applique ça. On n'est pas dans cette situation. On a ni un Meddelsi qui... Tu es en train de dire qu'un Meddelsi ou quelqu'un d'autre ne peut pas s'affranchir, ne peut pas décider de jouer son rôle je te dis que l'article 88 ne permet pas, en théorie, à Meddelsi de l'appliquer. C'est différent quand même. Il permet, si on fait... Et donc c'est le Premier ministre qui peut... dans ce cas de problème de maladie, saisir le Conseil constitutionnel. Non, vous faites une lecture restrictive de l'article 88. Qui est devenu le centre. Si on est dans une lecture typiquement bureaucratique, il faut qu'on me le demande pour que j'agisse. Oui. Mais là, Meddelsi peut moralement s'estimer concerné par cet article. Moi, j'essaie de le mettre, de dire que cet homme-là est au centre du jeu. Il peut l'être. Le problème, c'est que dans le parcours de Meddelsi, on n'a pas eu d'esclandre, entre guillemets, on n'a pas eu de manifestation d'une forte personnalité, et j'ai des doutes qu'il puisse le faire de lui-même. Rien mais peut-être sortir par la grande porte. Alors, avec celui-là, on a cherché pendant la semaine un journaliste pour venir défendre le point de vue du clan présidentiel. On a eu du mal à en trouver, finalement on n'en a pas trouvé. Sauf si d'ici la fin de l'émission, il s'avère qu'il y en a un qui assume ce rôle. Je vais peut-être l'assumer. Du point de vue du clan présidentiel, aujourd'hui, on peut dire que la situation qu'on a connue, l'épisode Valls, est infiniment moins grave que les deux grosses situations précédentes, à savoir les deux Val de Grâce, celui de 2005 et celui du 27 avril 2007 ou 2013, où la situation était encore plus grave parce qu'il y avait un AVC. On peut dire que l'appareil de l'État, l'exécutif, a géré une absence complète et une incapacité complète du président pendant plusieurs mois. Et que donc, aujourd'hui, on n'est pas tellement plus dans une situation plus handicapante. Le président, ce qu'on nous en dit, c'est qu'il y a des jours où il est en forme, donc il reçoit, et il y a des jours où il va moins bien, où il ne devrait pas se montrer. Et c'était un mauvais jour, tout simplement, et on va le revoir dans quelques jours, bougeant la main, et peut-être clignant... Faisant preuve d'alacrité. Voilà. Et donc voilà. Et donc, il y a un argumentaire pour dire qu'il n'y a pas de raison. En fait, le choc émotionnel, c'est que ça s'est passé avec les Français et que c'est très sensible parce que c'est la France et on s'est montré à notre très grand désavantage dans cette situation. Je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce que c'est ainsi que le clan présidentiel va continuer à fonctionner tant qu'il n'a pas de solution de rechange. Il va toujours s'accrocher. Il va toujours essayer de prolonger le 4e mandat. Il ne se passera rien du tout. Enfin, c'est maintenant moi qui parle comme Abdelchelef, qui essaye de faire du président du Conseil constitutionnel le sauveur de la République. Je pense qu'ils vont rester sur cette orientation. Amara Ben Younes a fait une tournée en France récemment où il a déclaré sur une chaîne de radio que si les conditions étaient favorables, lui, il soutiendrait un 5e mandat de Bouteflika. On n'est même pas à mi-mandat. Avant ces images. Voilà, c'est pour vous dire qu'il faut quand même garder raison et voir les choses telles qu'elles sont. Non, là, j'irai plus loin. Je vais carrément me faire l'avocat du régime du système. On rééquilibre un peu. Même si j'y crois pas trop. Aujourd'hui, les gens à l'intérieur du régime mettent en parallèle la fin de règne de Georges Pompidou avec ce qui se passe aujourd'hui autour de Bouteflika. Donc, ils comparent les deux, disent que Pompidou, qui avait la maladie de Waldenstrom, était dans un état très très difficile, qu'il était réellement incapable d'exercer le pouvoir, qui était... et qu'il n'a pas assisté à des conseils des ministres, plusieurs... Tout à fait, et qu'il savait qu'il était malade, même pendant l'élection présidentielle. Disent que contrairement à Georges Pompidou, Bouteflika est dans l'entière capacité, a su garder l'entière capacité cérébrale.
et que bon, c'est une mauvaise passe qu'il faudra gérer, qu'il faudra donc en disant ça, eux ils sont en train de contrer cette campagne française on va dire pratiquement de dénigrement, parce que ça a été pris comme ça. Hein. Le tweet de Valls a été pris comme une attaque frontale contre Bouteflika. Quoique, je me demande s'il existe ou il existait à ce moment-là une photo plus valorisante de Bouteflika. Il était exactement. Il y avait plein de phétos. Sur toutes les photos, il avait ce problème de bouche ouverte, dont on m'a dit que ce n'était pas lié à l'hémiplégie et à l'AVC, mais que c'était lié à une luxation de la mâchoire. Donc il était incapable de parler clairement parce qu'il a une luxation grave de la mâchoire. Donc, bon, les avocats du pouvoir disent que la situation n'est pas si grave que ça. L'autre jour, sur France 24, j'entendais un avocat du pouvoir qui disait Bouteflika était dans la situation de quelqu'un qui avait passé une mauvaise nuit, qui avait mal dormi. Ouais, bon. On va. Ouais. Alors, à propos du lâchage, rapidement, je voulais répondre à Tarek. Leur suggère rien, s'il te plaît. Leur suggère rien, je crois qu'on a fait le tour. À propos du lâchage, le premier lâchage, en fait, c'est pas les Français. Le lâchage, c'est son cercle. C'est son cercle qui doit décider à quel moment il doit avoir une activité, à quel moment on doit le retirer des activités. Et celui qui, à mon avis, sort très affaibli de cette histoire, c'est Saïd Bouteflika, parce que c'est lui qui décide de plein de choses. C'est l'homme fort du régime. Il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, moi, je renvoie encore, grâce au général Ben Hadid qui nous a dit qu'on avait éliminé le général Toufir pour permettre la succession familiale. En fait, il avait aussi ajouté que la succession familiale était déjà en cours durant le quatrième mandat. Et le quatrième mandat, c'est pour Saïd Bouteflika. C'est lui qui fait fonctionner là-bas. Là, il s'est gravement trompé. Dans cette affaire, il aurait pu faire en sorte que, pour une raison de santé, il n'y ait pas de rencontre avec le président de la République. Tout simplement. Si, c'est possible. Mais non, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Tout le monde. Il a rencontré des maires, il a rencontré tout étranger. Le président, il lui arrive d'aller à Grenoble. Il lui arrive d'aller à Grenoble, donc il est malade. Il est malade, oui. Non, mais il vaut mieux dire qu'il est malade que de le montrer comme ça. Oui, mais pour eux, dans leur logique, ce n'est pas possible. Les faits seraient plus catastrophiques qu'avec cette rencontre. C'est une absence, c'est-à-dire qu'il y a réellement un problème. Pour annuler cette réunion. Je ne parle pas de la rencontre, mais de la réunion de la Comefa. Les positions de la France vis-à-vis du Sahara occidental et tout. On avait vu qu'il y avait beaucoup de tensions. Tactiquement, Bouteflika est fatigué, il ne peut pas recevoir. En fin de journée, tout le monde constate dans son entourage qu'il n'est pas en état. On décide de l'envoyer virtuellement à l'hôpital militaire d'Ain Nadja et on fait savoir que la rencontre n'a pas eu à voir. Contrôle. Bien. On peut, nous, après les journalistes, spéculer, on ferait un CPP pour dire est-ce que c'est politique, est-ce que c'est pas une réponse à l'article du Monde. Ils auraient eu que des dividendes, je suis pas d'accord, ils auraient eu que des dividendes à annuler cette rencontre. Voilà. Alors moi c'est pire. Faute de quoi on est en train de parler de la bouche ouverte de Bouteflika. Non, moi je pense que tu te trompes. Il ne reçoit pas Valls. On va dire, il n'est même plus capable de recevoir les étrangers alors que toute son activité se résume à ça. Voilà. C'est-à-dire les visites des personnalités étrangères sont devenues la fiche de pointage de Bouteflika, c'est-à-dire à l'égard de l'opinion algérienne. Et quand il y a un Premier ministre français qui arrive et que tu ne reçois pas, ce n'est pas Barka, c'est quelque chose de lourd. C'est difficile à faire passer. Moi, je voudrais quand même... Ce qui me frappe le plus, c'est que on prend le fil à partir du journal Le Monde jusqu'à cette histoire, c'est cette surdétermination comment dire, l'importance, l'hyper-importance que le pouvoir accorde au regard de l'étranger. Et c'est ça qui me pose, moi, un problème. Nous avons, depuis 2014 et bien avant, les Algériens, pas tous, il y en a qui sont partisans, d'autres non, pose la question de la capacité du gouvernement, du gouvernement à fonctionner, du président qui centralise tout le pouvoir à faire marcher la boutique. On n'arrête pas de poser cette question, ça les ennuie pas. Un petit dessin du Monde et ça fait tout un boucan. C'est un gros problème. C'est un problème où tu es en train de dire que le Monde vous a rendu service finalement. Ma première réaction, je me suis dit, le Monde a sauvé la visite de Valls.
Ça a permis d'oublier l'histoire Bouchouareb, qui n'était pas la plus grave affaire dans l'histoire, mais dans l'opinion algérienne, elle a pris des proportions étonnantes. Et la photo du président dans Le Monde a permis d'occulter ça. S'il n'y avait pas eu l'autre photo du président quand il a été reçu par Valls... Tu veux dire la réaction, oui, pas la photo. C'était le one-two-trisme. Bon, il y a eu quelques journaux qui ont fait la leçon au monde sur la déontologie. Ouais. Bon, ceci dit... Elle nous a rendu service aussi, en quelque sorte. Les gens du monde, quand même... ils n'auraient pas fait ça sur la France, sur aucun autre pays. Est-ce qu'elle nous a rendu service finalement cette photo? Parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas... La photo, cette photo qui a été tweetée. Aujourd'hui, elle a rendu service à l'opinion algérienne, à l'Algérienne. Elle a remis le couteau dans la plaie. Non, les gens savent qu'il est malade, non, les gens ne savent pas de la même manière. Certains font mine de découvrir que le président... Non, le président est malade depuis gravement depuis 2013. Mais les images soutiennent cela. Il ne faut pas oublier une chose qui est très très importante. J'allais dire, c'était des choses qu'on pouvait discuter avant le 4e mandat. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Non, ça a du sens. Je suis désolé, ça a beaucoup de sens. Il ne faut pas oublier que le sceau de la République est sorti d'Algérie, d'accord, qu'il y a eu 17 décrets présidentiels qui ont été signés à partir autant du Val-de-Grâce que de l'Institution des Invalides, ce qui est un fait quand même qui est très grave, qu'il y a une personne qui s'est présentée, qui n'a pas fait campagne, dont le dossier a été accepté par le Conseil constitutionnel et qui est actuellement à la tête de cet État, qui est malade, qui ne gouverne pas. Il y a des décrets présidentiels qui ont continué à être pris, signés par cette personne. Oui. Enfin, au nom de cette personne, il y a une constitution qui a été amendée et ils continuent. Pour moi, dans leur logique, il n'y a pas d'arrêt de l'activité de l'État. Ils continuent, ils sont en train d'avancer, Mais on ne peut pas dire... Qui avait parlé du 5e mandat la dernière fois? Oui, Abed. Voilà, Abed, ils vont aller vers le 5e, vers le 6e, tant qu'il est là. On ne peut pas dire aujourd'hui que l'État est en train ou que les membres du gouvernement ou que les ministres sont en train d'expédier les affaires courantes. On ne peut pas le dire de manière aussi simple et vulgaire que cela. Quand un ministre des Affaires étrangères, on en parlait tout à l'heure, quand un ministre des Affaires étrangères se déplace aujourd'hui en Turquie pour représenter l'Algérie à la conférence islamique, quand le Premier ministre se déplace aux États-Unis pour parler du nucléaire, quand Abdelkader Messel se déplace à Addis Abeba ou va à Genève pour parler de l'extrémisme, ils ne le font pas. Tout à l'heure, Abed Cherif, tu as expliqué qu'un directeur d'une administration a 10 employés, il leur donne du travail. Vous me faites ça. Alors, les ministres, non, il faut vraiment voir dans l'esprit purement bureaucratique. Les ministres sont à la tête de plusieurs milliers de personnels. Ils les font travailler et ils travaillent leur part. Leur part, c'est parler, faire des visites, aller faire des rencontres, et ils font ce minimum. On est dans l'impératif de fonction. Derrière, effectivement, il n'y a pas de gouvernement. Il y a une multitude de ministres, d'administrations ministérielles, mais nous n'avons pas de gouvernement qui fonctionne. Nous n'avons pas... Pourquoi en plus? Parce que nous avons en plus une constitution qui centralise tout le pouvoir chez le président, qui est l'animateur de tout ça. Ça fonctionne pas. Et donc, on a une bureaucratie qui fonctionne, mais on n'a pas de gouvernement. C'est ça l'explication. Je voudrais poser une question. Et on peut, la Mamra peut continuer à aller voyager. Est-ce que le président a pris des décisions depuis le 17 avril 2014 ? Est-ce qu'il en a pris des décisions? Est-ce qu'il a signé des décrets? Est-ce qu'il a participé à des premiers... Il a révisé la Constitution. Donc, est-ce que, sur le plan de santé, est-ce qu'il avait les capacités de le faire? Est-ce qu'il comprenait ce qu'il faisait? Je ne suis pas médecin, je vais faire comme la chargée de la communication. Je ne suis pas médecin, mais je sais qu'un AVC, ça attaque le cerveau, ça n'attaque pas le coude. Donc, je pense que, et j'en suis même persuadé, qu'il n'en avait pas du tout la capacité. Oui, mais c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça c'était intéressant il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'était intéressant il y a 2 ans, c'est-à-dire avant la présidentielle. Aujourd'hui, on est dans la mouise. Chacun aurait dû prendre ses responsabilités à ce moment-là. Les questions qui se posent aujourd'hui sont différentes. Ça, les questions, elles étaient intéressantes il y a 2 ans si on avait pu apporter les réponses. Mais aujourd'hui, les questions qui se posent sont différentes. Quelles sont les clés
pour sortir de cette Très situation. bien, on va en parler. On va en parler dans un petit instant. Oui. Est-ce qu'on a la possibilité de détenir Il le fait très bien. Il le fait très bien. Voilà, reste zoom sur Abel Sherif. Il a posé les bonnes questions. On se retrouve tout de suite après la pub. Ça fait plaisir d'entendre ça. La pub. À tout de suite. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur ? Parlons du laboratoire pharmaceutique Mérinal. Né à partir d'une officine de quartier, Mérinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Mérinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être algérien. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Parti. Merci de continuer à suivre ce Café Presse Politique consacré exclusivement à la santé du chef de l'État et aux affaires politiques, à l'exercice du pouvoir en Algérie. On a fait un petit tour cette première demi-heure de la question. Je vais me retourner vers Akram Khriev, qui est donc responsable du site d'information Secret d'Ifah, pour parler du rôle du président de la République qu'il a. Il est le chef suprême de toutes les forces armées. Il est responsable, le premier responsable de la défense. Quand on dit qu'aujourd'hui, le pouvoir peut être exercé par d'autres, est-ce qu'on considère que Gaïd Salah, qui est le vice-ministre de la Défense, a récupéré tous les pouvoirs ? Moi, ce que je... En fait, le rôle de chef suprême des armées est un rôle techniquement non pas d'organisation de l'armée, mais de commandement d'une armée. Ce qui veut dire que le chef suprême de l'armée, c'est celui qui dira on part en guerre ou on part pas en guerre. Ouais. C'est celui qui dira l'armée doit se... C'est le décideur politique. Exactement. C'est celui qui instruit le ministre de la Défense c'est lui qui lui attribue les budgets, c'est lui qui le contrôle, etc. Le chef d'état-major aujourd'hui, comme hier, a tout le contrôle de l'armée, donc des effectifs, des budgets, de la répartition des budgets, des achats des armements. Et c'est lui qui met en place la stratégie en cas de guerre et qui l'exécute. Donc aujourd'hui, vu la situation dans laquelle l'Algérie est, nous ne faisons pas l'objet de menaces de guerre entre États. Donc le spectre d'une absence, d'une vacance du pouvoir et de l'absence du chef de l'État ne met pas en péril l'Algérie en termes stratégiques. C'est bête, mais je vais revenir à Georges Pompidou. Georges Pompidou, lui, contrairement à Abdelaziz Bouteflika, avait en charge la mallette nucléaire. Oui. Que personne en France n'a. Oui. Georges Pompidou dirigeait la France pendant la guerre froide. Hein. On était à peut-être à 2-3 ans du summum de la guerre froide. 69-74. Exactement. La France venait de perfectionner son arsenal nucléaire, venait de partir sur la bombe H. Et donc c'était critique. Hein. C'était réellement critique pour le cas de la France. Et d'autres ont fait le travail à sa place. Je pense à Balladur, je pense à beaucoup d'autres. Donc, ça doit, par l'absence de Bouteflika, du président de la scène politique, renforce fatalement le chef d'état-major et le vice. Faire quoi ? D'accord. De le renforce pour occuper une place politique. Parce que la question du jour, il ne s'agit plus de s'immiscer. La question du jour, c'est Bouteflika ne peut plus. Ouais. Qui peut arrêter ce processus? Bon, Abd Sherif a proposé une clé intéressante sur le plan institutionnel. Je n'étais pas encore arrivé à ça. La deuxième clé, c'est Gaïd Salah. C'est un coup d'État. Non. La deuxième clé. Est-ce que je peux laissez-le terminer, s'il vous plaît. La deuxième clé, c'est Gaïd Salah. Alors, on peut faire de la comparaison historique. La dernière fois que l'armée a intervenu pour arrêter un processus politique et faire en sorte que le président de la République quitte la scène, c'était en janvier 1992. Ouais. Qui était le patron de l'armée à l'époque? C'était Khaled Nazar. Khaled Nazar, la relation de Khaled Nazar à Chadli, à l'époque, on considérait que c'est Chadli qui avait fait de Khaled Nazar le patron de l'armée après lui, parce que le vrai patron de l'armée, c'était quand même le colonel Chadli Benjedid.
Cette relation-là, finalement, s'est avérée insuffisamment forte pour que Khaled Nzar se range aux idées de Chadli Bouajid, qui était prêt à aller au bout du processus. Parce qu'il avait donné sa parole qu'il respecterait le résultat des urnes. Chadli Bouajid avait fait l'erreur d'en faire un ministre de la Défense, que Bouteflika n'a pas refait. C'est lui le ministre de la Défense. C'est pas la fonction. Juste un petit détail. Non, c'est pas la fonction qui a. C'est sûrement pas la fonction de ministre de la Défense qui a changé quoi que ce soit. C'est le fait d'être à la tête des armes et à la tête des régions militaires. Et ça suffit pour faire la décision. Aujourd'hui, Gaïd Saleh ne peut pas être Khaled Nzar. Général Ben Hadid l'a très bien expliqué, ça lui a valu d'aller en prison. Gaïd Saleh est totalement au service du clan présidentiel. Il y a une ligne sur laquelle il peut diverger, et là aussi il faudra rendre à Ben Hadid ce qu'il a dit. Général Gaïd Saleh n'acceptera pas que Saïd Bouteflika devienne président. Le reste, tant que c'est Abdelaziz, il le soutiendra, il est avec lui. Donc il ne faut pas attendre de ce patron de l'armée de jouer le même rôle qu'en 92. Qu'en est-il du reste de l'armée? Parce que là, on parle du patron. Il se dit que le reste de l'armée n'est pas nécessairement sur les mêmes positions. C'est très compliqué. Mais quand on connaît justement l'exercice du pouvoir au sein de l'armée, on sait que les régions sont importantes et que les décisions se font aussi avec les responsables des régions. Je m'interroge, je me demande si une situation grave comme celle-là, où le président de la République peut ne plus exercer le pouvoir et que le pouvoir peut être exercé par quelqu'un d'autre, est-ce que cette question peut être traitée en conclave? Il faut quand même commencer par préciser que nous ne sommes pas partisans d'un coup d'État. Il ne s'agit plus de deuxièmement, des affaires politiques, mais je ne suis pas partisan d'un coup d'État. Et deuxièmement, il n'y a pas de possibilité de coup d'État. C'est encore plus sérieux. Ce n'est pas faisable. Ça ne veut pas dire que l'armée ne peut pas avoir un rôle. À mon avis, oui, elle peut avoir un rôle, mais elle peut avoir un rôle d'impulsion. Il y a des offres quand même sur la scène politique qui sont faites, des propositions d'aller dans une démarche consensuelle pour sortir de l'impasse. Il y a des offres. L'armée peut intervenir pour imposer qu'on discute de ces offres. Et pour l'instant, on n'est pas là. Donc, il n'y a pas de coup d'État possible. Elle n'est pas dans la perspective d'aller dans la direction qui est posée sur la scène politique. Et donc, on est ça. L'impasse, elle est là. L'organigramme, justement. Contrairement à 92, l'armée n'est pas dans les casernes. Aujourd'hui, l'armée fait face à quasiment, j'allais dire une guerre des frontières, du moins une grosse tension dans les frontières. Il y a une mobilisation générale. Les militaires prennent ça très très au sérieux, pensent qu'il en va de la sécurité et de l'avenir du pays, et que la politique est un détail, et que les politiques devraient s'organiser pour régler le problème eux-mêmes, et que eux-mêmes n'ont pas à gérer ça. Ils peuvent aider. L'enjeu est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se leurrer. C'est ou bien Meddelsi. C'est-à-dire l'idée développée par Ahmed, il ne faut pas se leurrer. Pour que Meddelsi même fasse actionner ça, il faudrait qu'il soit incité par l'armée. Il n'y a pas de solution. On est dans une impasse. Le président malade qui ne gouverne pas, ou presque pas, ça veut dire un pouvoir qui est laissé à quelqu'un d'autre ou à plusieurs autres personnes. Ce n'est pas une question de sécurité nationale, ça ? C'est une question de sécurité nationale. D'autant plus, on oublie une chose, le pouvoir du président dans la gestion de l'armée, c'est aussi les nominations. Oui. Donc, ça veut dire que si, effectivement, il n'a pas le pouvoir au sein de l'armée, comme disait Akram tout à l'heure, qui a mis à la retraite le général Toffer ? Qui va nommer il y a des décrets qui ont été publiés. Par qui ? C'est le président. Mais c'est le président. Mais c'est le président. D'accord. Ça a été fait au nom du président. Donc on n'est pas en train de deviner. Je vais poser la question chère à Saïd. Ce qu'on disait tout à l'heure de la Mamara vaut pour l'armée. Il y a Gaïd Saleh qui s'occupe bureaucratiquement et opérationnellement de l'armée. Et il travaille, il prépare les choses, il discute, soit avec Bouteflika, soit avec son frère, peu importe. Mais fonctionnellement, on en est là. C'est pas bon, mais ça fonctionne. Il faut qu'on Saïd, la question qui est chère à Saïd Jafar et qui nous est tous chère, l'État profond existe-t-il ? Il existe ailleurs ? Est-ce qu'il existe en Algérie ? C'est une vraie question.
Une vraie question. On sait qu'en Turquie, l'État profond existe et arrive à arrêter certaines choses. Il s'est adapté. Parce que les choses ont changé. Vous savez, en Turquie, il y a eu la montée de la bourgeoisie anatolienne qui a affaibli la vieille Turquie laïque. Mais cet État profond a été obligé de composer dans le cadre de ce qu'on appelle un intérêt global de l'État. En Algérie, on peut aujourd'hui se demander si cet État profond existe. Ça a été une fiction. Il a parlé du général Toffer. Il y a des situations sur lesquelles on est dans des clichés ou dans des images et on ne se rend plus compte que ça n'existe pas. Nous avons vécu avec l'omnipuissance du DRS. Service de sécurité, qui était censé exercer le pouvoir et en contrepartie assurer un minimum. L'affaire Khalifa, Sonatrach 1, 2, l'affaire de l'autoroute, ONA Oil, les gens, le DRS, il est dans les structures qui gèrent tout ça. Ouais. Nous sommes dans une faillite complète du DRS. Sur le plan, c'est un côté. On peut prendre... qui on peut citer? La justice. On voit ce que c'est que la justice dans le pays. Et donc, on est dans un pays où des pans entiers de fonctionnement institutionnel se sont écroulés. Mais dans le même temps, nous, on est gênés, on est un peu dans le vrai, un peu dans le faux, parce qu'on continue à penser que les choses se passent comme si on était dans une situation normale. Et dans cette... Akram a cité tout à l'heure Pompidou, il y a une différence fondamentale. La comparaison est totalement inopérante parce qu'en France, il y a un État qui fonctionne, des institutions qui fonctionnent avec une défaillance au sommet. Là, tous les pouvoirs sont assemblés au sommet et le sommet ne fonctionne pas. On a un État qui pense fonctionner. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens exercent des prérogatives dans l'informel à un point tel qu'on est face à... Saïd en parlait tout à l'heure. On a un type qui est complètement ridicule, qui est en train de faire l'opinion publique, le député spécifique. C'est quoi? C'est un ancien... Voilà, cette inversion des choses. Pourquoi je le cite? Je le cite, il constitue un acteur qui devient important dans la vie politique du pays. Mais la vie politique, ce n'est pas ça. Et cette perception des choses entre ce que nous pensons et ce qui est fausse beaucoup de choses. L'État profond, pour répondre à ta question, Souila, est en mutation en Algérie. Il est en mutation. Il a existé pendant longtemps sous la forme d'un réseau administrativo-militaire qui combine les wali, qui combine les chefs de secteur, qui combine le DRS, etc. Sa mutation a commencé dans les années 90. Elle s'est prodigieusement accélérée sous Bouteflika. Et aujourd'hui, les wali ouvrent, à côté de M. Haddad, l'implantation des sections FCE dans les wilayas en Algérie. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, tout à l'heure, Abd a parlé des cercles qui détenaient des cercles informels qui détenaient de l'influence et qui pouvaient peser sur l'Algérie de demain. On a cette mutation vers le poids politique du capitalisme montant. Il se trouve que pour le tort de Bouteflika, le capitalisme n'est pas monté aussi vite que ça, il ne s'est pas autonomisé aussi vite. Et donc, les cercles d'hommes d'affaires n'ont pas encore cette capacité de jouer le rôle de l'armée et de l'ancien État profond. Même si aujourd'hui, il l'impulse, il l'influence. Oui. Kléba, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, etc. Ce nouveau État profond qui peut influer sur des résultats d'élections aujourd'hui, c'est déjà le cas avec l'argent, c'est déjà le cas très largement avec l'argent. Législative. Voilà, législative, etc. Peut décider aussi, pesera dans la décision sur la succession à Bouteflika. Donc voilà où il en est l'État. Il n'est pas encore consolidé, il n'est pas encore légitimé, il ne s'est pas construit cette légitimité de la bourgeoisie occidentale qui a créé de la valeur, qui a innové, qui a conquis, entre guillemets, le monde, etc. Et il a encore besoin de la protection, du parrainage des militaires. Les militaires qui sont pour la haute hiérarchie Tahom, qui sont intégrés dans ce cercle d'argent. Je cite le Bayin.
ancien candidat à la présidentielle, pluricandidat, qui a fait une déclaration fracassante cette semaine en disant que tout le monde était impliqué dans les affaires. Il a cité le chef d'état-major, il a cité le président, il a cité le chef du gouvernement. Pour dire, comprenez la solidarité en cours, c'est une solidarité d'argent. Alors, on sent la fin proche. Hein, on la sent. Par contre, on ne sait pas ce que sera l'avenir. Il est vraiment incertain. La question des élections, parce qu'elle vient d'être évoquée, les élections anticipées aujourd'hui, elles sont plus souhaitables, elles sont indispensables. On revient encore une fois à l'article 88. On revient encore une fois à l'article 88. Oui, au déclenchement justement du processus de cet article. Si vous préférez parler de purge du système, moi je veux bien, mais à ce moment-là, quels sont les instruments? Non, regardez les choses en face. Est-ce qu'une élection en Algérie a débouché sur une solution sur les 25 dernières années? Je ne parle même pas de solution. Est-ce qu'une élection, un jour, a permis au pays d'avancer? L'élection en Algérie, c'est une confirmation par les urnes d'un rapport de force qui a été décidé avant. Mais il n'y en a pas justement aujourd'hui. Est-ce que ça n'encouragerait pas? Est-ce que ce ne serait pas un bon moyen ne pas leur laisser, ne pas laisser le temps. Laisse-moi terminer. Ne pas laisser le temps au pouvoir qui est en train de s'organiser, d'essayer de faire le choix électoral qui sera demain. Des élections anticipées aujourd'hui l'aiderait? Non. Il y a un problème. C'est ce même pouvoir qui déclenche justement le processus d'article 88. Il y a un problème sur le contenu du mot élection. Une élection, c'est une opération politique loyale, organisée dans des conditions acceptables pour tout le monde, où les choses, les idées, les programmes peuvent s'exprimer de manière correcte. Ce n'est pas le cas. Les conditions ne sont pas réunies pour l'Algérie. On en a parlé ici. Les gens, pour moi, ceux qui demandent des élections présidentielles anticipées, ce sont les gens qui pensent qu'ils sont en première ligne pour être cooptés par le pouvoir. Point barre. Voilà. D'où la proposition qui est posée, c'est-à-dire de discuter d'un vrai consensus politique. Ça, ce n'est pas une question. L'élection, elle viendrait bien après. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de changer le rapport de l'État à la société, qui est complètement... Aujourd'hui, avec cette histoire, les gens ne se rendent pas compte, mais... On provoque une démoralisation de la nation on a accusé Ben Hadid de démoraliser l'armée, mais ces images-là démoralisent la nation de manière infiniment plus grave. Et c'est très dangereux ce qui se passe. Ce qui se passe au niveau de la gestion médiatique n'est pas rien. Le peuple peut reprendre le contrôle de son pouvoir. Ça aussi, c'est une... les éléments d'agenda... J'espère que pas seulement à moi. Les éléments d'agenda que tu cites, élections anticipées, à mon avis, contrairement à peut-être 2014, au moment où on a abordé le 4e mandat, aujourd'hui, le temps joue clairement au détriment du clan en place, au détriment du pouvoir. Plus il retarde la solution de rechange, plus il retarde la sortie de cette impasse, plus il devra subir les événements. Et subir les événements, bon, on peut ne pas être d'accord, mais moi, nécessairement, ça passera par une dose de pression populaire dans les rues, incontestablement. Ça passera par une dose de pression de la capacité de nuisance de ceux qui ont perdu ces derniers temps. Le DRS et ceux qui veulent lui rester fidèles. Ça passera par une dose de nuisance d'une partie de l'armée, pas le DRS, mais une partie de l'armée qui n'est pas d'accord avec le chef d'état-major. Donc, les conditions de la négociation de la sortie d'impasse seront plus difficiles pour le clan Bouteflika. Et donc, aujourd'hui, le bon sens dans ce clan voudrait qu'ils reprennent l'initiative, qu'ils décident d'une solution et qu'ils essaient de la faire passer tant que c'est encore possible. Mais tu parles d'issue ou de négociation et de la place du clan Bouteflika. Le clan Bouteflika n'existe plus dans la prochaine étape. Et il faut se rendre compte dès aujourd'hui de comment va se faire la distribution après Bouteflika. Aujourd'hui, si on regarde bien les choses, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont plus près que d'autres. Les milieux d'argent, les finances sont prêts. Les milieux mafieux sont prêts. Ils ont le réseau, ils sont bien organisés. La société ne l'est pas. La société ne l'est pas.
les élites qui ont... Les milieux d'affaires et les milieux mafieux, tu as fait un distinguo aussi. Il parle du politique et il parle je fais un distinguo, même s'il y a des croisements. Mais je fais un distinguo. Non, je tenais à le dire parce qu'on a un sponsor maintenant sur le CPP qui est un contribuable respectable, donc je voulais qu'on fasse la... Donc, les politiques sont à couteau tiré aujourd'hui. Les politiques, moi je partage l'analyse d'un de mes amis. Les politiques d'aujourd'hui font partie du problème, ils ne font plus partie de la solution. En fait, ils sont le problème. Ce qu'il faut ajouter à ce que dit Cherif, la réussite morbide du DRS, c'est l'incapacité de la société à s'organiser, à proposer des solutions. Il faut le dire, ce que nous vivons, c'est le résultat du DRS. La pratique, la manipulation du champ politique, le verrouillage du champ politique, la caporalisation des partis, tout ça, il faut le dire. Ce qui m'amène, là encore, l'état profond, le rôle Taou, etc., il y a des pans, il faut qu'on soit précis sur... Il y a des faiseurs d'opinion, des éditorialistes, des analystes dans la presse, etc., qui espèrent une solution menant de DRS. C'est comme si on faisait table rase de l'expérience des 25 dernières années, de tout ce qui a été démoli systématiquement par le DRS. Il y a un monde nouveau qui est en train d'émerger, il y a un pays nouveau. J'avoue, les élites algériennes sont extrêmement en retard. Elles ne se rendent pas compte de tout ce qu'il faut changer. L'État, la bureaucratie, le pouvoir et l'opposition qui se veut une alternative. Tout ce monde-là est très en retard. Ils ne se rendent pas compte de ce qui est devenu la société. Je ne sais pas, je vais un petit peu vous embêter peut-être en rajoutant ça, mais je ne peux pas ne pas parler de la période de transition, celle qui peut être négociée. Après ces images, après tout ce que l'on vient de dire, c'est encore une alternative. C'est formidable qu'on négocie une transition. Le problème, c'est comment enclencher. C'est-à-dire, on n'en est plus là sur la conviction générale que le pays doit changer, passer à autre chose. Se réarmer, parce que c'est un pays qui est affaibli, la société est affaiblie, c'est une société, moi je reste choqué par des hommes politiques qui traitent les Algériens de lâches, c'est d'un ridicule incroyable, c'est une société qui a été violentée, elle a voté, il y a eu un coup d'État, il y a eu de la guerre, il y a eu de la violence, il y a eu tout ça, et c'est des gens qui étaient de l'autre côté, qui viennent traiter les gens de lâches, il faut le dire, nous avons une société fatiguée, affaiblie, et qu'il s'agit de réarmer dans le bon sens. C'est pour ça qu'une transition, oui, elle est plus que nécessaire, elle doit être négociée, et je veux le dire, elle doit être négociée ici en Algérie, dans une table algérienne, plutôt que d'attendre que ça se déroule dans une table étrangère. Et là, on se retrouve donc dans les clés Hado. La question a été évoquée tout à l'heure. La visite de Valls, le tweet de Valls, est-ce que ça signifie qu'il y a un changement d'attitude de la part de la France? Si c'est vrai, est-ce que c'est un élément suffisant pour que l'équilibre précaire qui existe aujourd'hui soit rompu? Est-ce que ça peut avoir un effet sur les événements? Ou là, est-ce que ça doit être, disons, conjugué avec d'autres forces ou d'autres actes pour que ça puisse avoir du sens. La complicité étrangère, elle est bien avérée aujourd'hui. Prenons-le comme un avertissement. Le tweet de Valls pédagogique, c'est de considérer ça comme un avertissement. Réglons, trouvons une solution nationale avant qu'il y ait une solution externe. C'était volontaire de ne pas trop en parler. Le tweet de Valls, c'est la première attaque de Paris contre Bouteflika. Non, il faut arrêter. Non. Le tweet de Valls, c'est un community manager qui était dans la délégation, qui était en concurrence avec l'AFP, avec d'autres. Techniquement, c'est quelqu'un qui voulait montrer qu'il était. Tout simplement. Ça n'a pas été contrôlé politiquement. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait pas de choix. C'est tout simplement cela. Il ne faut pas en rajouter. Mais en tout cas, c'est une attaque. Ils en ont profité. Voilà, ça c'est. Si tu veux, pour rester. Puisque la paranoïa du régime sur la une du Monde a pris une telle ampleur, il n'y a pas de raison pour que sur le tweet de Mars, elle ne prendrait pas une proportion encore plus grande que celle du Monde. Actuellement, je ne pense pas que ça soit que ça. Je ne pense pas que ça soit que ça. Quel degré de fragilité on est? Ça me rappelle les deux caricatures d'il y a quelques années
qui ont donné lieu à des manifestations dans tous les pays musulmans avec une cinquantaine de morts là. Ouais. Une photo publiée par un petit connard de journaliste dans un journal en France provoque la déstabilisation de l'État algérien. On en est où? Bon. Et ben voilà, C'est fier, disons. ouais. On peut pas Voilà, je suis vraiment embêtée parce que je voulais pas terminer comme ça. C'était bien de terminer Non, sur un il y a- terrain de il négociation. y a des solutions. Ma solution existe, elle est algérienne. Elle est bien sûr, elle existe. bien sûr qu'elle Bien existe. sûr. Elle n'est C'est que vrai. algérienne. C'est vrai. Là, on elle est existe. d'accord. Il y a Là, un on est d'accord. La solution est algérienne. Actuellement, le problème est entretenu en France. Oui. Bon. Et ben voilà, c'est fini. Ouais, Bien là, sûr tu qu'on as- n'aura tu on as n'aura une pas, autre positive. on n'aura pas tout dit. Sur Ça, une note c'est de Walt certain. Whitman. Oui, bien sûr. À jeudi prochain.